Bonjour à tous, je suis votre hôte Jackie Everson. Je suis la fondatrice de Health Schema, le portefeuille numérique de santé qui vise à faire de la médecine personnalisée une pratique courante en apportant une vue à 360 degrés de votre parcours de soins de santé afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées en partenariat avec vos médecins et prestataires de soins. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter ma bonne amie Cécilia Mandar, qui est psychothérapeute en France. Cécilia est spécialisée dans les thérapies transgénérationnelles des traumatismes. Bonjour Cécilia et bienvenue. Merci de m'avoir rejoint sur ce premier podcast de Health Schema. Bonjour Jackie, merci de m'avoir invitée. Je suis très fière d'être là avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Ah bah, c'est mon plaisir. Bon, tout d'abord, Cécilia, est-ce que tu pourrais nous expliquer, s'il te plaît, ce que c'est que le traumatisme transgénérationnel? Alors, je vais commencer par parler du trauma. Pour moi, le trauma, c'est un événement qui crée une effraction psychique du patient. Ça peut être un abus, un accident, l'annonce d'une maladie, un décès, un divorce, un attentat. Tout ce que le patient ne peut pas intégrer émotionnellement et qui va provoquer chez lui une sidération, une amnésie traumatique ou une dissociation. Tu sais, le découpage entre le corps et l'esprit. Mm. Donc, le traumatisme transgénérationnel, c'est un traumatisme qui est transmis par les ancêtres. Ça peut remonter sur plusieurs générations et parfois même assez loin dans l'arbre généalogique. Moi qui ai travaillé déjà sur la transmission, je pense qu'on peut parler d'une transmission d'inconscient à inconscient sur les différents membres d'une famille. Je pense que la physique quantique peut expliquer ce phénomène d'ailleurs. Donc le traumatisme transgénérationnel, c'est ce qu'on peut appeler, tu sais, l'indicible, Mhm. ce qu'on n'a jamais verbalisé, donc le secret de famille qui n'a pas été levé et qui s'est transmis parce que souvent on n'est pas en capacité de dire les choses. Pour moi, la difficulté d'ailleurs en thérapie, c'est de faire la différence entre un traumatisme qui est subi par le patient et un traumatisme qui est subi par un ancêtre qui pourrait avoir des impacts finalement quasi identiques sur mon patient. Mm. Parce on trouve des corrélations, tu sais, entre les symptômes et les traumas. On voit souvent des problématiques, alors je ne dis pas que c'est la seule raison, mais des problèmes d'énurésie, par exemple, ça peut signifier qu'il y a des abus dans la lignée. Mais Mm. ça peut être aussi un traumatisme subi par le sujet. Donc voilà, il faut être assez prudent dans la partie traumatique transmise par les ancêtres et vécue par le patient lui-même. Mm. Voilà. Ah. Je sais pas, moi je dirais que tout le monde a un peu du traumatisme transgénérationnel. Tu dirais pas ça? Si, tout à fait, puisque si on pense à l'inconscient collectif, les guerres, par exemple, créent forcément des traumatismes qui sont ou non parlés, qui sont ou non connus par les patients, enfin les sujets, pardon. Et du coup, c'est vrai qu'on a forcément, quand on arrive sur cette planète, déjà un certain nombre de choses qui nous sont transmises par l'inconscient. Donc oui, évidemment, on est tous, à mon avis, avec des traumas transgénérationnels en arrivant. Ouais. Mm. C'est très intéressant pour moi. En fait, tu sais, quand je connaissais pas en fait cette spécialité, tu m'as vraiment informé sur ce fait parce que moi, j'étais toujours intéressée sur la psychologie, mais bon, je connais pas cette spécialité. Mais en fait, quand j'ai fait plus de recherches sur Google, par exemple, parce que tu sais, on fait que des recherches sur Google maintenant. Euh, je sais pas, aux États-Unis en tout cas, les termes traumatisme transgénérationnel et traumatisme intergénérationnel sont mis dans la même catégorie. Et je crois que tu n'es pas d'accord, et moi je suis d'accord avec toi d'ailleurs. Et en fait, enfin ça fait plus de sens. Hein. Si tu regardes la racine de chaque mot, c'est pas pareil. Mais Français, ouais, voilà. Tu ouais. peux expliquer un peu la différence parce que je crois qu'il y a des gens qui utilisent les deux termes de la même façon. Ouais, on n'est pas toutes les deux d'accord avec Google, c'est ça que tu veux dire. La- Alors pour moi, la différence, elle est claire. L'intergénérationnel, c'est ce que tu vas trouver pour mettre en relation, par exemple, des jeunes et des seniors. On va trouver ces schémas-là, par exemple, dans les maisons de retraite.
Ouais. Tu sais, où certaines crèches vont pouvoir prendre part dans une maison, un EHPAD par exemple, où il y a des seniors. Et donc, les plus petits vont venir trouver de l'éducation auprès des seniors, et les seniors vont être contents de transmettre leur savoir à des petits. Ouais. Pour moi, ça, c'est vraiment l'intergénérationnel. Mm. Le transgénérationnel, ce serait plutôt une transmission de génération en génération, mais sur une même lignée, par exemple, familiale. Ça va être la transmission, bah, bien sûr, du savoir ou du non-savoir, on en a parlé tout à l'heure, mais de l'éducation et aussi des traumas. Et puis aussi des choses positives. Attention, hein, le transgénérationnel, c'est pas non plus que Oui, du traumatisme. Mais en tout heureusement. cas, voilà, heureusement, heureusement. Mais du coup, moi, je verrais ça plutôt, tu vois, d'un point de vue presque horizontal et vertical, quelque chose de cet ordre-là. Intergénérationnel, ça serait pour moi dans l'horizontalité, et le transgénérationnel dans la verticalité. Oui, Voilà, c'est vrai. au-dessus, quoi. Ouais. Tu vois, Mais quelque chose comme ça. comment est-ce que quelqu'un pourrait avoir un traumatisme intergénérationnel? Ben, je pense que tu m'as dit qu'en France, c'était pas quelque chose qu'on étudie en profondeur d'ailleurs, c'est ça? Pas du tout. En psychologie, j'ai jamais entendu parler un trauma Ouais. intergénérationnel, mais peut-être que tu pourrais dire, je ne sais pas. Non, je vois vraiment pas comment tu pourrais Ah replacer si, ça dans la bah psychologie. si, par exemple, bah si disons que si tu es plus âgé, que tu ne bouges pas beaucoup et que normalement un enfant est bien plus actif et du coup l'enfant maintenant ne fait que de lire des livres ou regarder la télé parce qu'il bouge pas parce que le Seigneur peut-être qu'il a élevé, il a influencé, ça peut être un peu un peu ce thème-là quoi, Ouais, l'influence ouais, que ouais. d'une génération à l'autre. Mais bon, bref. Ouais, c'est Euh, ça. Oui, oui, ça serait peut-être effectivement, peut-être surtout avec notre société qui bouge oui, beaucoup, voilà. qui change énormément, ça serait peut-être de prendre des principes éducatifs des années 50 et de les transmettre aujourd'hui en disant ça doit être comme ça encore aujourd'hui. Oui. Tu vois, oui, on pourrait peut-être avoir des choses comme ça. Mais de là à parler de trauma, je ne sais pas si vraiment ça aurait du sens. Je Voilà. vais te dire, le traumatisme de passer son bac, par exemple. Oui, éventuellement. Pour certains, ça peut être le cas, tu as raison, Voilà. complètement. Bon, mais parle-nous un peu de ton parcours et pourquoi est-ce que tu as choisi de te spécialiser dans ce domaine? Bon, alors on n'a pas non plus 2 heures, mais mon parcours rapidement, moi j'ai travaillé 25 ans, j'étais commerciale dans l'informatique, hein. J'ai travaillé pour les plus grands constructeurs mondiaux, Compaq, HP, Acer, Toshiba. J'ai commencé une thérapie moi-même dans 2010, parce que justement, ben, j'avais beaucoup de choses à travailler de mon côté, hein. Les psys sont quand même des gens généralement qui se sont déjà accompagnés eux-mêmes, et ça a été mon cas. Et donc en 2016, je trouvais vraiment plus de sens à travailler dans le milieu informatique, hein, qui était pourtant un milieu que j'aimais beaucoup. Et j'ai repris mes études. Donc à 45 ans, j'ai passé une licence de psycho dans une fac privée à Paris, puisque j'ai eu la chance d'être licenciée de chez Toshiba. Et assez vite, la première année, j'ai entendu parler du transgénérationnel. Probablement que ça parlait aussi de mon histoire, il faut bien le dire. Du coup, assez vite, je crois à la fin de la première année, on commençait à chercher des stages. Enfin, moi, je commençais à chercher des stages, puisqu'en général, on fait plutôt des stages en master. Mais donc, moi, j'ai commencé en licence. Et j'ai eu l'occasion de croiser ben, quelqu'un qui a été mon mentor, qui est Bruno Clavier, qui est psychanalyste et psychologue en région parisienne. Il est spécialisé dans les traumas, dans la psychologie transgénérationnelle. Et du coup, il était intervenant au premier congrès de psychologie à l'UNESCO à Paris. Et c'est là que je l'ai rencontré pendant l'été. Je l'ai écouté dans une conférence et j'ai trouvé que c'était vraiment fascinant. Euh, tu le sais, je te l'ai déjà raconté, j'ai fait le pied de grue régulièrement. Je l'appelais, je lui envoyais des SMS et des mails. Quand on reprend ses études à 45 ans, on est beaucoup plus pénible que quand on en a 20, je crois. Et je lui ai demandé absolument pour faire un stage avec lui. Son bureau, il n'est pas très très grand. Donc au début, il n'était pas très très d'accord. Et puis finalement, après 6 mois, il m'a proposé de venir faire un stage dans son cabinet. Bon, ça a été passionnant puisque il travaillait à ce moment-là, il accompagnait une jeune fille de 16 ans qui était schizophrène, un jeune psychotique de 8 ans, un petit garçon, et puis surtout un petit garçon autiste de 3 ans qu'il a reçu pour la première fois avec moi. Donc j'étais là à la toute première séance avec ce petit garçon. Mm.
Voilà comment je me suis intéressée à à cette branche de la psychologie. Il faut dire aussi qu'il me semble que faire une thérapie aujourd'hui, voilà, parfois la thérapie, je vais dire entre guillemets, simplement verbale, répond pas évidemment à toutes les questions du patient. Aujourd'hui d'ailleurs, j'ai des patients qui viennent me voir après avoir fait pas mal d'années de thérapie et qui n'ont pas trouvé la fameuse libération tant attendue. Parfois, ils vont un peu mieux quand même, il faut bien le dire, mais parfois aussi, il y a du déplacement de symptômes. C'est-à-dire que comme on n'est pas allé à la racine du problème, Mm, par exemple le trauma transgénérationnel, alors le patient va mieux, mais il s'est peut-être créé d'autres difficultés finalement en cours de route. mm. Et donc, moi, je trouvais que c'était intéressant de voir les choses de cette façon. Du coup, la thérapie transgénérationnelle, c'est un outil, si tu veux, c'est un outil de plus pour travailler les traumatismes. Ouais. Voilà. Je suis sûre qu'il marche très bien. Mais franchement, par exemple, raconte-nous l'expérience que tu as vécue lorsque tu avais suivi Bruno avec, tu sais, le petit garçon autiste. Ce que tu Ouais. m'as raconté était vraiment fascinant pour moi. Mais en fait, ce petit garçon donc arrive au cabinet, donc c'est le premier rendez-vous. C'est un petit garçon qui a 3 ans et demi. Il est déjà suivi, je crois d'ailleurs, dans un centre de soins par un pédopsychiatre. Et puis, bon, le petit garçon va pas très bien. Bruno Clavier a un site internet où il explique qu'il reçoit ce type de patients. Hein. Maintenant, il reçoit plus que des enfants qui ont vraiment des problématiques psychiatriques importantes. Et du coup, ce petit garçon arrive avec ses deux parents. Et puis, moi, je suis là dans la salle d'attente. J'attends que Bruno ait terminé son rendez-vous d'avant. Et le petit garçon, on a une boîte, tu sais, avec des voitures, des poupées. Et le petit garçon, il crie. Impossible de le calmer. Moi, j'essaie de lui parler. Et bon, impossible de le faire vraiment se détendre. Finalement, on rentre dans le cabinet de Bruno et puis bon, le cabinet de Bruno est pas très grand. Les parents s'assoient en face de nous et puis Bruno, il commence à, c'est la première séance, donc il commence à faire un arbre généalogique. Bruno travaille vraiment tout de suite avec l'arbre. Et puis à ce moment-là, ben, le père prend quand même la parole assez vite et puis il commence à nous expliquer qu'il y a beaucoup de traumatismes dans sa vie, que voilà, il a eu une jeune sœur qui a subi des abus, que lui-même il a été frappé par son beau-père. Et à ce moment-là, le petit garçon, il vient s'asseoir sur mes genoux, puisque voilà, c'est plutôt Bruno qui parlait et qui menait l'entretien, évidemment. Et le petit garçon vient s'asseoir sur mes genoux. Et à ce moment-là, on n'a plus du tout un petit garçon qui a des troubles autistiques. C'est assez impressionnant de voir ce petit garçon qui est fasciné par le discours de son père. Alors son père, tu peux bien imaginer qu'en parlant de ça, il est en pleurs. Il est très très mal. La mère à côté, elle écoute aussi. Je ne crois pas qu'elle découvre l'histoire de son mari, mais en tout cas, il y a beaucoup d'émotions à ce moment-là dans le cabinet. Et c'est vrai que bah, le petit garçon, il est plus du tout autiste. Alors ça dure pas toute la séance, ça dure peut-être 10 minutes. Mm. D'ailleurs, à ce moment-là, il vient presque se lever dans mes bras. Bon, moi, je suis déjà maman à ce moment-là, et c'est vrai que voilà, on sent qu'il vient chercher un apaisement et il arrive, il me regarde droit dans les yeux, par exemple, ce qu'il faisait pas du tout dans la salle d'attente quelques minutes avant. Ouais. Et il écoute son père et il est très ému par le discours de son père. Mm. Et c'est ça qui a fait que ça a encore plus finalement pour moi donné l'impulsion d'aller dans cette direction par rapport aux séances en thérapie. Mm. Tu as vraiment vu un déblocage, si tu veux, du petit garçon C'est ça. quand il a Ouais. vu que Quand il a entendu et voilà, vu son père, ouais, son c'est ça. père Ouais. lâchait un peu ses émotions et voilà, parce il devait tout retenir aussi. C'est Donc ça, voilà. c'est ça. Oui, Alors, oui, oui. mm, Parce que le père, finalement, de façon, comment dire, inconsciente, il a élevé aussi son enfant. Parce que ce qu'on a compris assez vite, c'est que cet enfant je crois qu'il avait, l'accouchement avait eu lieu quelques jours après le décès de la jeune sœur qui avait été abusée. ah oui. Tu vois, il y avait quelque chose qui faisait qu'il y avait un lien finalement entre les deux. Mm, C'est presque comme si, on va dire comme si, je mets de grosses guillemets, le petit garçon, il était porteur du trauma de la jeune sœur qui mm, était décédée quelques ouais, jours avant. Tu vois? ouais, ouais, Voilà. C'est il y a mmh. quelque chose. On se demande quoi. Mais la raison pour laquelle je t'ai invité en fait aujourd'hui, c'est à cause de l'aspect épigénétique de ce sujet. Hein. Il y a tellement de recherches qui parlent du fait que les événements traumatiques peuvent altérer notre ADN. Ça, c'est vraiment fascinant pour moi. Et tu vois, quand ça peut affecter en fait notre système immunitaire et ce qui Mmh. peut nous rendre sujets des maladies, cancers et tout ça.
c'est ça. Et parle-nous un peu de tes observations quand tu travailles sur les patients en particulier, de la façon dont tu dessines leur arbre généalogique pour trouver des modèles communs. Mm, mm. Bah, en fait, peut-être assez rapidement dans les premières séances de thérapie, donc je fais cet arbre généalogique qui pour moi va être un petit peu notre fil conducteur pour les séances à venir. On va chercher dans cette approche, tu sais, les noms de famille, les noms d'usage, les petits surnoms dans les familles, les dates d'anniversaire, les dates et circonstances de mort, tout ce qui est répétition finalement. Les fausses couches, les IVG, les caractéristiques individuelles. Tu vois, dans certaines familles, on est, j'en sais rien, on est menuisier sur 4 générations. On peut avoir aussi des choses autour des addictions. Finalement, tout ce qui est un petit peu, comment dire, tout ce qui peut être peut-être questionné va vraiment prendre part dans l'arbre généalogique. Je fais pas un arbre généalogique, si tu veux, comme un notaire qui va chercher Oui. qui va chercher vraiment les informations avec la date précise. Moi, je vais surtout chercher les circonstances en fait, et Mm, tout ce qui va me questionner, c'est tout ce qu'on ne sait pas, et on peut faire des hypothèses à ce moment-là, tu mm, vois, mm, parce que je pense que quand même rien n'arrive vraiment par hasard et tout peut avoir une signification. Donc moi, je fais un travail de détective, c'est ce que j'explique à mes patients, puisqu'on cherche vraiment ce que les gens n'ont pas voulu aller regarder. mm. Les silences, les secrets, les non-dits, tout ça, ça peut avoir des explications et des raisons. Ouais. Tout ce qui finalement, tout ce qu'on a caché parce qu'on n'en est pas très fier, hein. Mm, D'ailleurs, mm, on est souvent quand même autour des sujets, autour du sexuel, il faut quand même bien le dire aussi. mm. Donc on cherche à faire la lumière parce que ça permet de libérer la parole. Tu vois, donc on fait, voilà, moi je me suis formée à l'école de Bruno Clavier qui s'appelle le Jardin d'idées, qui permet vraiment d'apprendre à faire l'arbre généalogique. Et du coup, je suis aussi formée, tu sais, avec cette technique qui est le MDR, qui permet de libérer les traumas grâce au mouvement des yeux. Et du coup, on essaie vraiment, ben voilà, d'aller regarder dans l'arbre généalogique et puis de libérer la partie traumatique des choses quand on commence à les identifier. Mm. Euh, c'est vrai que parfois les ancêtres sont décédés, parfois ben, on ne peut pas avoir l'information, mais on fait des hypothèses et puis par la constellation individuelle, tu vois, on peut aussi bah, questionner des ancêtres. Par exemple, on va les représenter avec une pierre ou un bout de tissu et ça va permettre finalement de regarder le schéma qui a pu se passer dans la famille. C'est assez incroyable d'ailleurs la façon dont ça se passe, mais ça se passe. Bah Et ouais. parfois on a les informations émotionnelles. Donc voilà, on peut. Tu vois, Bruno, il dit par exemple que un abus sexuel c'est 3 fois dans une vie. Donc bah tu vois, on peut faire des hypothèses en partant de ça. Parce que finalement, à force, bah, même moi, dans mes consultations, ça va faire 6 ans maintenant, j'ai une certaine habitude maintenant de ce que je reçois comme problématique au cabinet. Ouais. Il y a toujours des thèmes en commun. Oui, Ouais. c'est ça. Il y a des choses qui reviennent en fait. Rêver de feu, rêver de choses comme ça Ouais. autour du feu va peut-être nous donner l'indication qu'il peut y avoir des abus. Donc, si le patient n'a pas l'information, mais qu'avant de venir à ma séance, il a rêvé de feu, je vais peut-être me questionner. Sauf si, bien sûr, il a fait du barbecue tout le week-end précédent à la séance. Mais sinon, on va chercher, tu vois, des indications, puisqu'on sait aussi que l'inconscient, la voie royale de l'inconscient, c'est le rêve. Donc, bah, on va aussi travailler en s'appuyant sur les rêves que le patient va rapporter dans les séances. Ouais. C'est vrai. Mais tu sais ce que j'adore dans ta pratique, tu fais ça, tu cherches les causes à la racine et en fait, tu as aussi d'autres outils que tu utilises comme le EMDR et aussi Mhm. la méditation sonore. Tu peux expliquer Ouais. un peu la relation entre tous ces outils que tu utilises pour aider les patients? Mais en fait, je considère que le corps, l'esprit, l'émotionnel, tout ça, en fait, l'histoire de la personne, tout ça, c'est lié. Donc, tu identifies les choses, tu places déjà le patient dans son arbre généalogique, ça lui donne déjà, tu sais, parfois rien que de voir son arbre généalogique sur un paperboard, ça fait déjà quelque chose au patient, puisque tu lui redonnes sa place dans sa famille, dans sa lignée. Ensuite, oui, toute la partie traumatique, on va pouvoir la traiter avec des outils. Bruno a développé un outil qui s'appelle le TABC que j'utilise plus que le MDR aujourd'hui.
c'est vrai qu'on va aller chercher toute la dimension, la charge émotionnelle que le traumatisme a pu créer, hein, puisque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le trauma, c'est vraiment l'émotionnel qui est resté dans le corps. Et la méditation sonore, donc ça fait quelques années maintenant que j'ai fabriqué mon tambour chamanique. J'ai rajouté un bol de cristal canadien, j'ai rajouté des carillons koshi, j'ai rajouté des hochets, un bâton de pluie. Je considère aussi que toute cette dimension, elle est plutôt, j'essaie d'aller dans la libération du corps Ouais. par la vibration. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important d'identifier d'où viennent les traumas, de les traiter du mieux qu'on peut par les outils psycho. Et puis ensuite, on peut peut-être aller dans les vibrations du corps. Et Mm. comme ça, on travaille vraiment sur toutes les dimensions de l'être humain. Tu vois, Mm. c'est vraiment ce qu'on appelle, à mon sens, la démarche holistique de l'être Ouais, humain. ouais. Non, j'adore. Travailler à tous les étages, en fait, tu Oui, vois. oui, parce que tu retiens beaucoup d'énergie en fait avec du traumatisme et quand Exactement. Ouais, travailles avec le corps, tu libères tout ça. C'est très bien. c'est ça. Euh, Donc, c'est vrai que j'essaie de grouper tout ça et ça donne plutôt des très bons ouais, résultats aux patients qui viennent me voir. non, Ouais. mais c'est super. Et est-ce que, bon, j'ai une question. Est-ce qu'on peut briser la chaîne du traumatisme transgénérationnel? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Ouais. ça? Bah, comme je l'ai déjà dit, libération de la parole, hypothèse, identification. Alors voilà, hypothèse, identification, parole. Déjà, je te dis, déjà, rien que de voir parfois son arbre affiché au cabinet, ça fait quelque chose. Ouais. Et puis ensuite, on peut par exemple faire des rituels. Tu vois, si, je ne sais pas, dans certaines toi, tu es une femme comme moi, on vit des choses parfois qui sont compliquées autour, voilà, de la vie amoureuse ou des choses comme ça. Faire des rituels, ça permet, tu vois, de fermer en fait le chapitre. Une femme qui a fait, je proposerais une femme qui a subi un IVG de faire un rituel et puis de rendre hommage à cet enfant qu'elle n'a pas eu, qu'elle a Mm, décidé de ne pas avoir, voilà, de façon tout à fait consciente parce que c'était pas le moment, parce que elle ne le voulait pas vraiment, mais de rendre hommage à tout ce qui est arrivé finalement. Donc, à partir du moment où tu fermes, c'est que tu sais, comme on appelle en allemand la Gestalt thérapie, tu sais, on mhm, fait des cycles, on ouvre quelque chose et on referme quelque chose. Bah, ouais. tous les traumas que tu peux avoir dans ton arbre généalogique, tu les ouvres et tu les refermes. Mhm, mm. Alors évidemment, c'est pas de la magie, hein, je parle pas de magie, mais déjà d'avoir regardé, d'avoir travaillé autour de ce traumatisme en le Compris. regardant à droite, à Ouais. gauche, tu vas pouvoir le laisser partir et tu vas à ce moment-là aller chercher de la libération et une libération énergétique, comme tu l'as dit aussi Mm, tout à l'heure. ouais. Non, mais comprendre le thème ou la racine de notre traumatisme, Ouais. c'est déjà un grand pas. C'est ça, je pense que ça aide les gens à fermer cette porte-là, comme tu dis. Ça met du sens en fait, tu Voilà. vois, comme Ça, parfois c'est ouais, plus tu fort que peux. toi, c'est ça le traumatisme, hein, c'est Mm, plus fort que toi, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas pourquoi, ça y est, ça fait 3 fois que tu te mets avec un pervers narcissique, tu comprends pas pourquoi. mm, Et si tu regardes peut-être dans l'arbre généalogique, tu vas comprendre que c'était déjà l'histoire de ta mère, de ta grand-mère, de ton arrière-grand-mère. Tu vois ce que je veux dire? Du ouais. coup, de l'avoir regardé, tu le comprends peut-être un peu mieux, et à ce moment-là, alors tu peux le laisser partir. Mm, Parce qu'on a tellement tendance à s'identifier à son symptôme que c'est vraiment une problématique aujourd'hui, tu vois. ouais. On n'est pas le symptôme et il faut vraiment se détacher, pouvoir mettre une distance finalement. Et ça peut, à mon avis, se faire qu'avec un professionnel et dans un cabinet de thérapie Ça, c'est où, sûr. où tu es en sécurité en fait, tu Ouais. vois aussi. C'est Ouais. ça. Et pour conclure, est-ce que tu peux Oui. nous parler un peu d'une histoire de réussite que tu as pu travailler sur une Mmh. personne et aider cette personne à briser cette chaîne de traumatisme transgénérationnel? Un petit exemple. Bah, rapidement, je vais te parler d'une femme. Je me souviens d'une femme qui avait eu très, très mal vécu son accouchement alors que les choses s'étaient plutôt bien passées. Elle comprenait pas pourquoi elle avait du mal en fait à créer du lien avec son bébé. Et franchement, tout l'accouchement, toute la grossesse était bien passée. Finalement, en thérapie avec moi, elle a réalisé que son accouchement pour elle-même, c'était pas très très bien passé. Sa mère avait été extrêmement tendue. Sa mère avait cru perdre sa petite fille pendant des semaines et des semaines. Et finalement, quand ma patiente avait annoncé à sa mère sa grossesse, ben, elle s'était récupérée toute la charge émotionnelle Mm, parce que la mère avait bien pris soin de jamais lui parler de son arrivée sur la terre parce que pensant que ça allait traumatiser sa fille.
finalement, le trauma, il était plutôt dans le fait qu'elle ne savait pas. Mm. Donc, quand ma patiente, elle a elle-même accouché de sa petite fille, elle était super mal et elle n'arrivait pas à créer du lien parce que finalement, elle avait récupéré tout le traumatisme de la mère. Mm. Et la mère l'avait transmis sans même s'en rendre compte, si tu veux. C'était même pas c'était pas je décide de faire du mal à ma fille. C'est plutôt ma fille est enceinte, que va-t-il se passer pour elle? J'espère qu'il ne se passera pas la même chose que pour moi. Ouais. Tu vois? Et du coup, c'est vrai qu'au bout de quelques séances, elle était encombrée, en fait, ma patiente, de l'histoire de sa mère, comme souvent dans le traumatisme transgénérationnel. Et en quelques séances, la parole s'est libérée et ma patiente, elle a mieux compris ce qui s'était passé et elle a pu continuer sa route avec son bébé et tout allait très bien au bout de quelques mois, tu vois. Ouais. C'est un exemple assez simple, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment intéressant de voir les patients qui arrivent à sentir une forme de libération des choses finalement. Ouais, de débloquer. Ouais, Bon, tout à fait. dommage, hein, tu m'as dit que tu pourrais pas être ma thérapeute parce que on est copines. Eh oui, je te l'ai dit, ça c'est la déontologie du J'ai psy, des tu choses à vois, voilà. débloquer, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, Je merci. t'enverrai chez des gens très bien, t'inquiète pas. Non, mais j'ai pas confiance, c'est des gens très bien, juste à toi. Mais merci beaucoup, Cécilia, hein, pour nous Merci, avoir jeune éduqués. fille. Écoute, c'est un Merci. sujet fascinant. On peut continuer à parler de ça pendant des heures et des heures, mais bon, si l'audience est intéressée, vous pouvez trouver céciliamandar.fr, c'est ça? C'est Ton ça, oui, oui, site. tout à fait. Et Oui. voilà, et c'est tous les amis. Nous sommes très contents que vous soyez venus nous joindre dans cette discussion. En fait, nous espérons que vous allez trouver ce podcast instructif. Et d'ici jusqu'à la prochaine fois, nous vous souhaitons une belle journée et à bientôt. À bientôt.